Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Ronan Lemoal. Bonjour Ronan. Bonjour. Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Face à vous, Gilbert Sett. Bonjour Gilbert. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School et co-auteur avec Guy Groux et Richard Robert de Sauver la démocratie sociale. On va en parler tout à l'heure. C'est publié chez Calman Levy et ça vient tout juste de sortir. Et à vos côtés, Jean-Daniel Lévy. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Vous, Jean-Daniel, vous avez contribué à cet ouvrage. Un nouvel ouvrage à paraître samedi, un dimanche en France, aux éditions de l'Aube, où vous analysez nos pratiques à nous, Français, le dimanche. On peut en dire un mot, peut-être. Vous avez sondé les Français pour voir ce qu'ils faisaient? On a sondé les Français et on l'a regardé avec plusieurs types d'analyses, que ce soit des sociologues, des communicants, des experts de ce que peut être la vie sociale. Et globalement, la société française, qui parfois est présentée comme étant terriblement atomisée, n'est pas tant que ça. Et on se retrouve le dimanche, déjà à pouvoir se reposer, à pouvoir avoir ses vraies activités, à pouvoir se réapproprier son temps et à pouvoir s'engueuler, parce qu'en fait la France aime bien pouvoir discuter le dimanche. Le dimanche midi, absolument, en famille, entre amis. Et revenir le dimanche d'après pour avoir le même type de conversation, et ce qui fait un débat de société et ce qui permet à la France de pouvoir globalement avancer. Et on parle peut-être politique le dimanche midi autour de la table. On parle énormément politique. Enfin, on a entre 14 et 16 émissions déjà à la télévision ou à la radio week-end avec un invité politique. Et c'est une période en fait au cours de laquelle les Français aiment bien pouvoir débattre, pas forcément du personnel politique en tant que tel, mais déjà de ce qui les anime, de ce à quoi ils sont attentifs, de ce à quoi ils aspirent. Et globalement, on a parfois des débats sur comment pouvoir parvenir à l'idéal, mais l'idéal de la société française est assez partagé par nos compatriotes. Bon, est-ce qu'on débat de comment obtenir un budget? Puisque c'est fait, ça y est, we have a budget, on a enfin un budget. Après des semaines d'attente et d'un épisode qui a franchement traîné en longueur, on a eu du mal à suivre, mais c'est fait, les motions de censure sont passées. Sébastien Lecornu a réussi à sauver sa tête. Certains, beaucoup, disent qu'aujourd'hui, il devrait pouvoir rester jusqu'à la fin du quinquennat. Et dans le Parisien aujourd'hui, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a opposé ce qu'elle appelle ceux qui se confrontent à la réalité, ce qui va du Parti socialiste jusqu'au LR, ceux qui ont voté, adopté ce budget, à ceux qui la nient, à savoir les deux extrêmes, la France insoumise, le Rassemblement national, les deux extrêmes qui ont porté les motions de censure. C'est un peu le retour du camp de la raison contre les extrêmes, non? C'est un premier débat qui est un peu politique. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, pour commencer. Est-ce que c'est ce qui est perçu dans l'opinion publique? Déjà, en fait, il faut revenir au point de départ, qui est la dissolution, qui est un aspect qui a été toujours un peu incompris de la part de nos compatriotes, avec une interrogation sur pourquoi y a-t-il eu cette dissolution et quels sont globalement les effets politiques que l'on peut en ressortir avec, du fait notamment du mode de scrutin, une Assemblée nationale qui s'est retrouvée quelque peu ingouvernable. Est-ce qu'il y a une forme de soupir de soulagement de la part des Français en se disant on a un budget? La réponse est plutôt oui, même si... Oui. Au final, quand on demande aux Français, mais au final, il ressemble à quoi ce budget? Qu'y a-t-il précisément dedans? Vous anticipez ma prochaine question, c'est exactement. On a une grande difficulté de la part des Français à pouvoir savoir ce que sont les lignes de force, si ce n'est peut-être le fait que la réforme des retraites a été quelque peu suspendue. Et c'est plutôt bien accueilli, ça, ou pas? Ça, c'est extrêmement bien accueilli, en fait, de la part des Français, mais avec une forme de paradoxe supplémentaire. C'est que c'était un sujet, je ne dis pas qui était derrière les Français, mais en tout cas qui n'était pas à l'agenda complet de la part des Français lorsqu'on les interrogeait dans leurs préoccupations d'un point de vue global. Et ils disaient que bon an, mal an, cette réforme-là était passée et que ce n'était pas au cœur de leurs préoccupations. Ça a été une vraie posture politique de la part de formations politiques de gauche qui ont réussi à l'imposer plus au débat politique nationale qu'au débat de société d'un point de vue global. Oui, alors qu'on sait que c'est une décision qui est parfaitement orthogonale avec la logique économique, Gilbert Sett. C'est peut-être la pire décision qu'on ait prise dans ce budget. Absolument. Pour revenir quand même sur le budget,
il est intéressant de rappeler l'accueil que les marchés ont fait, ont réservé au passage du budget. Il y avait deux possibilités. Soit le vote de ce budget, qui est évidemment assez inquiétant pour l'avenir du pays, en termes de dynamique des finances publiques, en termes de choix qui est fait, un budget qui ne touche pas aux retraites, mais qui touche aux rémunérations, par exemple, des agents de la fonction publique, qui sont bloqués. Donc il y a un choix plutôt pour les retraités, pour les vieux, que pour les jeunes actifs qui travaillent dans la fonction publique. Enfin, on pourrait donner on a parlé d'un budget de gérontocratie, voilà, les termes ont été extrêmement forts. Beaucoup d'exemples de ce type-là. En tout cas, c'est pas un budget qui engage de façon très très positive la France dans un avenir radieux. Mais l'alternative, c'était une absence de budget et une instabilité gouvernementale. Et manifestement, les marchés ont préféré le budget à l'instabilité gouvernementale, puisque le passage du budget, les premiers passages du budget, la semaine dernière, ont été salués par une baisse de la prime de risque de la France d'environ 10 points de base. Sur les 10 ans. Bah oui. Donc mieux valait un mauvais budget que pas de budget du tout. Mieux valait un mauvais budget que pas de budget du tout, c'est clair, mais il faudra se ressaisir en France et le jour où on va être attrapé par la patrouille, ce sera assez douloureux. Pour les retraites, évidemment. Oui. Évidemment, moi je veux dire, faisons un constat simple. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons un petit peu au-dessus de la palissade du village France. Comment ça se passe autour de nous? Les retraites à 67 ans, l'âge légal d'un départ en retraite à 67 ans est quelque chose de complètement transpartisan. Ça s'observe dans l'Italie de Giorgia Meloni, ça s'observe dans l'Espagne de Pedro Sanchez, ça s'observe aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays nordiques et scandinaves. Le taux d'emploi des seniors est très supérieur au nôtre dans tous ces pays-là. Donc, il y a une situation d'outlier, un particularisme français sur ce plan-là. Mais on voit que l'opinion publique, c'est ce que dit Jean-Daniel Lévy, est quand même extrêmement favorable. Mais il faut être clair, une forme de cécité, si les seniors travaillent étonnante, moins, et si d'autres populations aussi travaillent moins, ce qui est le cas des jeunes et des peu qualifiés, ça veut dire qu'on a un plus bas produit intérieur brut par habitant. On va y revenir avec le travail des jeunes. On a plus de difficultés à financer l'école, la santé, la défense et beaucoup de choses de ce type-là. Donc il faut être clair sur les conséquences de la chose. Le choix pour le loisir a des conséquences en termes de niveau de vie moyen auquel on peut prétendre et d'ambition de modèle social auquel on peut prétendre. On s'appauvrit, c'est ce que vous nous dites ce matin, Gilles Berset. La vision du financier, Ronan Lemoal, qu'est-ce que vous retenez de ce budget? Deux choses, je dirais. Ouf, on a enfin terminé avec cette grande mascarade. Ouais. Donc ça, c'est un peu plutôt le citoyen qui s'exprime. Après, sur la partie financière, ce que je trouve vraiment dommageable, c'est quand on fait un parallèle qui vaut ce qui vaut avec une entreprise, quand on fait un budget, on définit des objectifs et on donne des moyens associés à ces objectifs pour répondre à une vision et à un endroit où on veut aller. Oui. Là, le sentiment qu'on peut avoir, et il est même assez clair, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va, c'est qu'on ne cherche pas forcément, quand je dis augmenter les recettes, c'est en tout cas les recettes, la création de richesse par les entreprises, mais qu'on cherche plutôt à partager le gâteau entre plus de monde, même taille de gâteau, partagé entre plus de monde. Et ça, à un moment donné, ça ne dure pas très longtemps. En tout cas, si on fait un raisonnement à l'infini, on va faire des toutes petites parts de gâteau pour terminer. Donc, ce n'est pas une perspective très réjouissante. Oui. Donc moi, ce qui, encore une fois, mais on peut comprendre la situation politique actuelle qui est compliquée, qui est instable, mais ce qui, encore une fois, me désole, c'est qu'il n'y a pas de projet qui vient sous-tendre ce budget, il n'y a pas de vision claire de là où on veut aller. On fait effectivement... Voilà, c'était le redressement des comptes publics et puis durer politiquement. Oui, mais redressement des comptes publics, et encore, parce que le redressement des comptes publics se fait par une espèce d'équation un peu mathématique dans laquelle il n'y a pas d'élasticité sur quoi que ce soit. Il faudra voir dans la durée si effectivement la réforme des retraites telle qu'on la supprime n'a pas un impact, elle va en avoir un. Il faudra voir dans la durée si taxer plus les entreprises ne fait pas renoncer malgré tout à l'investissement et donc la capacité à créer de la richesse et donc à financer l'économie, parce que n'oublions jamais... Il y a du poison à long terme dans ce budget. Il y a un absent de ces débats dont on ne parle pas assez, en tout cas un absent sur le côté contribution économique. C'est les entreprises, on les voit bien pour les taxer aujourd'hui, ça, il n'y a pas de doute possible. Mais on oublie malgré tout que l'État ne crée rien. L'État ne fait que distribuer l'argent créé par ceux qui créent de la richesse, les entrepreneurs, les entreprises. Et si ça n'existe pas, à un moment donné ou à un autre, la source se tarit. Alors effectivement, d'aucuns pourraient me dire, ça fait longtemps que ça dure, on y arrive. Mais regardons autour de nous, la France n'évolue pas dans un monde où elle est seule. Elle est entourée d'un monde dans lequel beaucoup d'acteurs bougent. Et j'ai envie de dire, ces derniers mois, beaucoup d'acteurs bougent encore plus qu'avant.
les États-Unis, Eh oui. le bloc, on va dire la Russie, l'Inde, tous ces blocs, la Chine, tous ces blocs effectivement qui prennent des mesures. Donc on n'est pas tout seul sur notre île. Donc il faut faire attention à ça. Le problème du socialisme, disait Margaret Thatcher, c'est qu'à un moment, on arrive à court de l'argent des autres. Exactement. C'est peut-être ce qui risque de se passer sur le budget. Est-ce que Sébastien Lecornu, qui était l'acteur principal quand même de ce budget, le Premier ministre, a-t-il socialisé son image en accordant absolument toutes les mesures quasiment qui avaient été demandées par le Parti socialiste? Est-ce que ça aura des conséquences politiques pour la campagne à venir? Ça aura forcément des conséquences politiques sur la campagne à venir, d'autant plus que normalement on devrait avoir un nouveau budget d'ici la prochaine élection présidentielle, et que le ministre de l'économie a déjà indiqué en fait que certaines mesures qui étaient présentées comme étant exceptionnelles dans le cadre de ce budget ne seraient peut-être pas si exceptionnelles que ça et pourraient être amenées à être reconduites, notamment en fait à l'égard des entreprises. Quoi qu'il en soit, il y a deux faits d'un point de vue politiques qui sont, je trouve, extrêmement intéressants. Le premier aspect, c'est que l'image de Sébastien Lecornu ne bouge quasiment pas, c'est-à-dire qu'il reste sensiblement il dispose d'un niveau de confiance sensiblement d'un tiers de la part des Français, et que quand vous regardez dans le détail, on ne peut pas dire que les sympathisants du Parti socialiste soient aujourd'hui nettement en soutien à l'égard du Premier ministre. Et le deuxième point, qui est un point encore plus marquant, c'est que quand vous regardez aujourd'hui l'image du Parti socialiste ou l'image de ces différentes personnalités, il n'y en a aucun, en tout cas à la date actuelle, qui bénéficie de la situation politique que nous connaissons. Et Olivier Faure, qui était à la manœuvre sur ces questions budgétaires, ne profite pas des acquis du PS, ni en termes de confiance d'un point de vue global, tel qu'on peut être amené à interroger nos compatriotes, ni même en termes de potentiel électoral, si tant est qu'il puisse être candidat à la prochaine élection présidentielle. On a même sorti pour l'opinion la semaine dernière une enquête où on teste 70 personnalités qui pourrait être candidate à l'élection présidentielle, dont Michel-Édouard Leclerc, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous regardez parmi les 10 personnalités qui sont en tête de notre classement, vous n'avez aucune personnalité qui est à gauche sur l'échiquier politique. Donc il n'arrive même pas à pouvoir avoir une forme de reconnaissance de la part de Français qui soient proches de la gauche, voire ailleurs, en disant au moins, entre deux mauvaises solutions qui est perçues, c'est-à-dire pas de budget ou un budget qui est un budget qui est perfectible, il n'y a pas forcément la reconnaissance de la part de nos compatriotes en disant les socialistes ont eu une attitude qui est une attitude contributive positive. Ça pourra changer, il peut y avoir des effets qui peuvent être des effets sur le moyen ou sur le long terme, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas cette forme de regard positif de la part de la gauche ou des sympathisants socialistes à l'égard du Premier ministre ou à l'égard des différentes personnalités de gauche. Ouais, c'est intéressant. Donc le grand gagnant finalement de la séquence, c'est le Bloc central. Oui, ou le Rassemblement national. Parce qu'en fait, quelle que soit la question qui est posée à l'heure actuelle, on a l'impression que le Rassemblement national continue de progresser d'un point de vue d'opinion. N'hésitez pas à réagir sur mon compte Twitter, @legenras, si vous avez des questions, des commentaires, comme Davidia, fidèle auditeur qu'on salue, qui dit « On ne peut pas dire que l'État ne produit rien, les services publics rendent l'économie plus productive ». Est-ce que c'est juste, Gilbert Sette ? Oui, j'étais un peu heurté par l'expression que l'État ne produirait rien. L'éducation nationale produit. J'ai pas dit ça. Non, mais l'éducation nationale, c'est l'État. Et il y a quand même 1 million de personnes à peu près dans l'éducation nationale. Comment c'est financé ? Donc, l'éducation nationale produit. Produit de la passation, de la transmission de connaissances, une élévation du capital humain indispensable. Vous imaginez où on en serait s'il n'y avait pas d'éducation nationale dans un pays. Avec des résultats qui se dégradent, mais absolument essentiels tout de même. La police, l'armée, etc. Ils produisent du non-marchand. Mais ils produisent. Mais c'est du non-marchand. Effectivement. Mais le non-marchand, c'est aussi de la production. Donc, il n'y a pas de marché de l'éducation nationale publique, il n'y a pas de marché des services de police, il n'y a pas de marché de services de protection de défense. Mais ça produit. J'insiste là-dessus parce que très souvent, on entend dans les débats « c'est complètement improductif ». Moi, quand je regarde l'évolution des effectifs de la fonction publique d'État sur longue période, je vois pas de quoi s'inquiéter. Il y a plutôt même une diminution. Les effectifs des administrations publiques ont largement augmenté dans d'autres domaines. Que les collectivités locales, notamment. Et puis surtout les collectivités locales. Surtout les collectivités locales. On rajoute des strates. Et ça a contribué singulièrement à plomber les comptes publics, effectivement, l'évolution des effectifs dans les collectivités locales. La réponse de Ronan Lemoal. Moi, je ne dis pas ça. Je ne dis pas
qu'il n'y ait pas des services, il y a les régaliens, le régalien notamment, le militaire, etc. Je ne dis pas ça. L'école, que ce soit un sujet important et fondamental, bien entendu. Je distingue deux choses. Je distingue, bien sûr, l'importance de ces sujets fondamentaux et la manière dont ils sont financés. Jusqu'à preuve du contraire, moi je demande qu'à être convaincu par l'inverse, la manière dont un budget est construit, c'est par des recettes qui sont basées sur la richesse économique créée par les agents économiques. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des services rendus par l'État qui sont des services productifs, bien sûr que oui. Je dis simplement que le débat actuel a laissé penser, ou laisse trop penser, que c'est l'État qui créerait une forme de richesse globale qu'il redistribuerait. Et donc dans ce débat, on pense que les entreprises sont taxables à l'infini. Or, je dis, attention, les entreprises sont celles qui créent la valeur permettant notamment, pas que, notamment l'État d'apporter un certain nombre de services fondamentaux et au-delà des services d'ailleurs de nous protéger si on parle des fonctions régaliennes. Ça, je ne le nie pas, c'est important. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le système intermédiaire dans lequel on vit, qui est un système très intermédiaire, dans lequel l'État est partout et surtout, fait oublier l'importance des entreprises qui créent la richesse permettant tout ce fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est une évidence. On voit d'ailleurs... Et je ne veux pas faire du corporatisme, on voit quelques mouvements qui se mettent en place côté patronat pour évoquer ces sujets-là. Oui. Pas tellement pour dire, effectivement, que l'État ne rend pas les services. Je pense que personne ne niera jamais ça. Et moi, qui suis un pur produit de l'école publique, j'ai envie de dire, bien sûr que c'est important. Mais en même temps, les gens disent, attention, quand un État fait un budget, quand il taxe ses entreprises, il ne faut pas qu'il oublie que l'entreprise crée la richesse, qu'il est redistribuée. Et d'ailleurs, pour aller plus loin sur un sujet, je pense qu'une des grandes aberrations des dernières années en termes de politique, d'au moins les 3 derniers présidents, au moins les 3 derniers, c'est d'avoir créé un schisme dans la population, entre d'un côté les citoyens, de l'autre les entreprises. Les méchantes entreprises qu'il faut les taxer et les citoyens qu'il faut les défendre. Chacun à sa manière, dans des registres différents d'ailleurs, l'a fait. Et je crois que c'est un des drames de notre pays. Et tant qu'on n'aura pas traité ce sujet-là, on ne pourra pas traiter d'un sujet de fond qui est une concorde nationale autour d'un projet. Mais ce qui est drôle, Ronan Le Moal, c'est qu'on a un appel de plus en plus grand de l'opinion publique pour des chefs d'entreprise dans le débat politique. Jean-Daniel Lévy, on a eu un sondage dans la Tribune dimanche. Il y a eu dans l'opinion aussi des sondages, un appel vraiment des Français à 70-80% pour demander à ce que les chefs d'entreprise, le monde de l'entreprise qui fonctionne plutôt bien, impriment le débat public. Ce sont des proportions un peu moindres que ce que vous avez indiqué, mais l'idée globale est là, effectivement, à ce qu'il puisse y avoir de la part des chefs d'entreprise. 77%, je crois, dans la personnalité en fait, de la société civile en fait, qui puissent avoir un impact sur les débats publics. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Pas toujours, en fait. On l'a déjà vu, et pour partie, alors après l'élection d'Emmanuel Macron, on était le symbole, c'est-à-dire une personne qui donnait le sentiment de ne pas être complètement... du sérail politique. Du sérail politique, ou qui était dans un carcan de formation politique de gauche ou de droite, et qui donnait le sentiment qu'il donnait un espace plus important à ce que pouvait être la société civile. Et tout ceci prenant pour partie sa source dès 2007 avec la candidature de François Bayrou, qui également proposait, si ce n'est exactement la même méthode, en tout cas l'idée de dépasser les clivages de droite qui apparaissait comme étant quelque peu encalminant le débat public. Donc c'est une dimension qui arrive quand même relativement de fond. Pour autant, quand on regarde et quand on creuse un petit peu, je vous ai référence à une enquête qu'on avait réalisée pour l'opinion avec Comstrat, globalement, quand vous testez la personnalité, qui est la personnalité la plus identifiée, à savoir Michel-Édouard Leclerc, il n'arrive pas en tête, mais effectivement, vous avez raison, il apparaît comme étant celui qui va être le plus en prise avec la première ou une des premières préoccupations de nos compatriotes, à savoir la question du pouvoir d'achat. Oui. Est-ce qu'il arrive à bénéficier à l'heure actuelle d'un potentiel électoral élevé? La réponse est non. On est à plus d'un an d'une prochaine élection présidentielle. Oui. Donc on a du temps qui peut s'effectuer. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument certain, c'est qu'on demande aux responsables politiques de pouvoir être en prise avec les préoccupations de nos compatriotes. On a le sentiment que parfois les responsables politiques parlent, si vous me permettez l'expression, une langue morte, et qu'on a des dirigeants d'entreprise qui au moins sont au contact des préoccupations. Les préoccupations, ça peut être les préoccupations des marchés, ça peut être la préoccupation des citoyens, ça peut être les préoccupations des consommateurs, ça peut être la préoccupation également des salariés. Et que dans ce contexte-là, on se dit que peut-être qu'ils n'ont pas entièrement la solution, mais qu'ils ont déjà un constat qui peut être partagé sur les difficultés que rencontrent les Françaises et Français dans le cadre de leur quotidien, et que par la suite, on peut être de nature à pouvoir potentiellement les écouter. Alternance réagit sur Twitter en disant que la durée des études a explosé sans que ce soit justifié. Alors là, il peut y avoir débat, mais que ça retarde l'entrée sur le marché du travail. Il demande si on ne peut pas accélérer l'entrée sur ce marché du travail, avec plus de moyens pour la mobilité géographique des jeunes plutôt qu'augmenter l'âge de la retraite. C'est-à-dire que plutôt que travailler plus tard, est-ce qu'on ne peut pas commencer plus tôt
En tout cas, chez les jeunes, il y a un véritable débat qui s'est ouvert avec le CDI Jeunes. C'est une proposition du MEDEF posée la semaine dernière face aux partenaires sociaux qui a fait réagir immédiatement la CGT. Une déclaration de guerre pour la CGT. Alors le MEDEF propose pour les NEETs, peut-être Gilbert Sett, on va rappeler qui sont ce 1,3 million, 1,4 million de NEETs, mais un CDI assoupli, avec des droits rechargeables jusqu'à 3 ans avant d'avoir vraiment son CDI, un SMIC inférieur au niveau actuel, en contrepartie d'une formation pour ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, pas de formation. Vous venez de commettre cet ouvrage, Sauver la démocratie sociale. On voit que le débat au sein de la démocratie sociale est bien vivant, là. Oui. Il y a un vrai problème d'insertion des jeunes sur le marché du travail dans un pays comme la France. Les 3 segments sur lesquels le taux d'emploi en France est singulièrement bas comparé aux pays nordiques, scandinaves, Allemagne, Pays-Bas, etc., c'est les seniors, les peu qualifiés et les jeunes. Et donc les 3 urgences pour le marché du travail. Voilà. Il y a un problème d'insertion des jeunes et d'ailleurs on voit que le taux d'emploi des jeunes, avec le ralentissement économique actuel, et un peu moins de hoarding de la part des entreprises, un peu moins de maintien de personnes dans l'emploi, de crainte de ne pas retrouver des compétences ensuite sur le marché, on voit que le taux d'emploi des jeunes est l'un des taux d'emploi qui a le plus descendu le trimestre dernier, alors que le taux d'emploi des seniors se maintient, bon an, mal an, à des niveaux supérieurs à 69%, à des niveaux qui ont été boostés, je dirais, par la réforme des retraites. Les précédentes réformes des retraites, oui. Et l'actuelle. Et l'actuelle réforme des retraites. Alors maintenant, question est-ce que la proposition du MEDEF est pertinente, est intéressante, etc. Moi, je dirais qu'il y a quand même une histoire récente en France qui amène à se dire que le CEP, en 2000... le CPE, le contrat première embauche, le CIP, qui était sous Balladur il y a 30 ans, et le CPE il y a 20 ans par Dominique de Villepin. Oui, voilà, avait mis à feu et à sang la France. Avait amené... Bon, est-ce qu'il faut retenter le coup, quoi qu'on en pense sur le fond? Il me semble que c'est une prise de risque qui est forte, qu'il faut peser. Donc, je dirais que peut-être que l'opinion publique a évolué depuis 20 ans. Je dirais que dans ce domaine-là, il faut d'abord regarder de près ce que nous disent les travaux académiques existants sur ce qui peut favoriser l'insertion des jeunes. Il est clair que l'articulation entre études et présence dans une entreprise est quelque chose qui est très favorable pour l'insertion des jeunes. C'est très peu répandu dans un pays comme la France. C'est très répandu dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et autres. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais si des personnes travaillent un peu, ils vont moins réussir leur... » Non, c'est faux. Ils réussissent autant. Ça veut dire le travail pendant les études. Le travail pendant les études. Un peu de travail pendant les études. Comment dirais-je, on a plutôt l'idée que ça empêche d'étudier en France, effectivement. Oui, mais un peu de travail pendant les études a des conséquences plutôt favorables en termes de réussite des études et de réussite en termes d'insertion. Beaucoup de travail pendant les études a le résultat inverse. Donc, vous voyez, on est en face de Philippe Aghion serait une question de mesure. Courbe en U inversée, voilà, en quelque sorte. Mais un peu d'insertion sur le marché du travail en sens des études a plutôt des résultats positifs. Et en termes d'insertion ensuite à la fin des études et en termes de réussite des études. Donc, il faut réfléchir à la façon dont ça peut se faire de façon favorable. La réforme de l'apprentissage en France et de l'alternance a eu des conséquences très très favorables, malheureusement très chères aussi, très très onéreuses. Donc il faut savoir comment peut-être la calibrer un peu mieux. Il y a des propositions qui ont été faites. Est-ce qu'il faut aider l'apprentissage d'étudiants qui sont à HEC, sachant qu'ils n'auront aucun problème d'insertion sur le marché du travail, ou est-ce qu'il faut cibler davantage les publics qui donnent droit à des primes pour les entreprises quand ces entreprises recrutent des apprentis? C'est des choses qu'il faut travailler sur le fond. Maintenant, la proposition très précise, très particulière d'un retour au CPE, dans un pays comme la France, compte tenu de ce qu'on a connu,
réfléchissons-y 2-3 fois. Je vois Jean-Daniel Lévy sourire, effectivement. Le CPE, il serait à nouveau explosif 20 ans après. Peut-être que l'opinion publique a évolué sur ce sujet. Encore une fois, on parle de ce CDI jeune uniquement pour les NEETs, qui sont des jeunes sans emploi, sans formation, sans diplôme. 1,3 million. Non, mais je dis pas qu'il y a la rationalité, d'autant que nous savons tous ici autour de cette table qu'on reste pas jeune éternellement. Donc, ce statut spécifique aux jeunes sera un statut transitoire pour chaque personne. Néanmoins, il y a des choses qui ont été explosives dans le passé. Oui. Effectivement. Elle sera encore explosive aujourd'hui, Jean-Daniel Lévy. Tout à fait explosive à l'heure actuelle, d'autant plus que les Français ont tendance à considérer que si jamais en fait, les jeunes n'ont pas la possibilité de pouvoir entrer sur le marché du travail, c'est la faute. C'est plutôt une faute collective, exactement. Et puis en fait, la volonté des entreprises de ne pas forcément les insérer, une interrogation sur notre mode éducatif d'un point de vue global, plus qu'une remise en cause des jeunes en tant que tels. Ça, c'est peut-être le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a une tension sur la question du pouvoir d'achat qui touche notamment en fait les jeunes générations et les jeunes qui sont les plus sans emploi, les plus en difficulté. Et donc, l'idée de leur dire, vous allez devoir travailler avec notamment des enjeux qui peuvent être des enjeux en matière de logement et ou en matière de dépenses contraintes ou de ce qui est considéré comme étant contraint, constitue un point relatif à l'insertion à l'emploi. Puis le troisième aspect, parce que vous parlez de beaucoup de démocratie sociale, je pense que ça vaut le coup de revenir en fait sur la réforme du CPE. Au début, lorsque la réforme a été annoncée par Dominique de Villepin, elle a été acceptée par les Français. Et au début, il n'y avait pas forcément de mouvement de refus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une absence de concertation sociale qui a été plus ou moins orchestrée volontairement de la part de Dominique de Villepin à l'époque. Ah oui. Parce qu'en fait, les organisations syndicales... Déjà, la démocratie sociale était abîmée. Et les organisations syndicales, les organisations sociales, les organisations de jeunesse n'ont pas été reçues à proprement parler par le Premier ministre à l'époque, voire même par des acteurs gouvernementaux, ce qui a créé un trouble. Et puis le deuxième aspect, c'est que lorsque la loi est passée au sein de l'Assemblée nationale, elle est passée avec une motion d'urgence, c'est-à-dire limiter le temps de débat et le temps de lecture. En 15 jours tous les ingrédients. En 15 jours de temps, la TNT les Français ont complètement bougé, voire changé fondamentalement d'avis autour d'un principe qui était un principe, oui, il y a une mesure qui est une mesure qui permet de s'adresser à la première préoccupation des Français, c'est-à-dire non seulement l'emploi, mais également l'emploi des jeunes, en fait, il y a un loup, et globalement, ils veulent exploiter, si vous me permettez l'expression, les jeunes et faire en sorte qu'il puisse y avoir une utilisation de la main-d'œuvre de la jeunesse pour pouvoir réduire les coûts, augmenter les marges. Enfin, je vous laisse tous les présupposés, toutes les préoccupations qui peuvent être perçues à cette époque-là de la part de nos compatriotes. Donc la question de la méthode est parfois presque plus importante que la question du fond dans l'appropriation des réformes et des différentes orientations qui peuvent être prises de la part des gouvernants. On va y revenir après une très courte page de publicité sur la méthode. Les recettes de Gilles Berset pour rénover la démocratie sociale. Ne quittez pas, on revient tout de suite.